merci d'être venu. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, je vous le dis tout de suite. Donc c'est la première pour moi aussi, parce que c'est la première fois que j'interviewe autant d'invités en même temps, donc je vais vous demander d'être un petit peu indulgent. On va poser plus ou moins les mêmes questions à tous les auteurs dans un premier temps, puis des questions que j'ai reçues par mail, individuellement, et aussi répondre à vos questions éventuellement, si vous en avez. Donc on va les présenter un petit peu. On va commencer par Pierrick et Elsa, qui sont français, mais qui débutent dans les comics maintenant. Le TGS a aussi une vocation de découvrir des talents, donc on croit en eux et c'est pour ça qu'ils sont ici. Vous nous préparez un album avec Thierry Mornay, je crois, sur le Garde républicain. Oui, c'est ça, c'est bon. Oui. Exactement, on vient de finir un numéro du Garde républicain tous les deux qui devrait sortir fin avril. Donc Pierrick scénarise et tu dessines. Voilà, c'est ça. Bon. On travaille en duo. Jusque-là, on a toujours travaillé tous les deux. Ouais. Bon. Nous avons notre petite chérie, Stéphanie Hans, qui est une illustratrice de comics que vous connaissez certainement. Elle est déjà venue sur Toulouse. On a déjà eu l'occasion de faire une conférence. Stéphanie travaille donc pour tous les éditeurs américains, essentiellement comme cover artist, mais aussi sur des intérieurs, comme récemment sur Spider-Man. Sauf DC. Ils veulent toujours pas de moi. Ça changera certainement. J'y compte bien. Gérald Parel, donc illustrateur aussi français, qui a fait la bande dessinée pour la France. Vous avez peut-être vu ses 7 secondes pour Delcourt. Je pense pas. Peut-être plus Iron Man alors du coup. Non plus. Peut-être ses fan art pour les maîtres de l'univers et Albator et tous ces trucs-là. Et il fait partie du studio Six More Vodka. Six More Vodka. Voilà. Et tu vas nous expliquer en quoi ça consiste. On vend de la vodka. Mahmoud Asrar, que vous connaissez certainement aussi pour ses travaux, pour Marvel notamment, qui a débuté sur Dynamo 5, aussi pour DC avec Supergirl, une actualité brûlante avec Wolverine and the X-Men. Très content de la voir. Yildiray Sinar, qui travaille essentiellement pour DC, donc c'est notre DC guy. On fait souvent la critique de faire venir que des gens qui travaillent pour Marvel. Donc, voilà, vous l'avez, il est là. Donc Supergirl en ce moment, il a travaillé sur Firestorm, Batman Superman, et bon, il va vous dire aussi sur tous ses autres projets. Trevor Ersine, que vous connaissez pour avoir travaillé sur Captain America, beaucoup de séries Marvel aussi sur l'univers Ultimate, X-Men Genesis, Deadly Genesis, Judge Dredd, of course. Et en ce moment, qui a une actualité aussi assez brûlante pour tous les gens qui suivent l'univers Valiant. Voilà. Philippe Briones et Romain Huet, alors qu'on accueille en duo, c'est le collectif d'auteurs de Geek Agency, co-scénariste, Romain colorise. Phil, vous le connaissez aussi pour avoir fait de nombreux comics, Captain America, Iron Man, Miss Marvel, je ne vais pas tous les citer, et plus récemment Uncanny X-Force et X-Men. Donc voilà, vous pouvez déjà commencer à les applaudir. Alors j'ai préparé quelques petites questions. Donc la première, c'est tout simplement comment vous avez découvert les comics. Donc on va commencer par Elsa et Pierrick. Le comics, évidemment, on parle de bande dessinée américaine, on ne parle pas de bande dessinée en général. Alors j'ai découvert les comics de manière assez simple, c'est tout simplement par Danger Girl. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu Danger Girl, en fait c'est une sorte de James Bond mais qu'avec des femmes. Moi je connais, tu me demandes à moi. Oui, non, je demande aux gens, oui. Et en fait j'ai été ado et en couverture il n'y a que des meufs à poil, donc j'ai pris ça, puis c'est tout en fait, c'est comme ça que je suis tombé dessus. On est tous là pour ça aussi. Voilà, donc Jessica Campbell, je pense que beaucoup de gens ont commencé par Jessica Campbell. Ouais. Moi je suis venue aux comics sur le tard. Assez récemment. C'est-à-dire que tu étais très vieille déjà, il faut le signaler. Mais je veux dire par rapport aux gens qui lisent des comics depuis ado, moi j'ai commencé à en lire il y a à peu près 3 ans. Et c'est Pierrick qui m'a initié et je crois que j'ai dû commencer avec The Killing Joke. C'est-à-dire qu'avant ça, tu t'intéressais à la BD franco-belge? Absolument pas. Juste le dessin te plaisait? Même pas. J'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et en fait, il m'a initié aux comics et puis du coup le dessin est arrivé avec et voilà, tout en même temps. Je précise que derrière les projections sont des images qui passent de façon aléatoire de tous nos invités. Alors Stéphanie. Moi j'avais un père qui lisait Strange en fait, mais c'était il y a vraiment très très longtemps. Non. Donc pour ceux qui sont nés après 1988,
Strange, c'était un magazine, un mensuel qui regroupait, il y avait les New Mutants, il devait y avoir Iron Man, les West Coast Avengers peut-être. Oh, tu te mélanges avec Titan, mais oui, il y avait tout ça dans les éditions Lui. J'étais très jeune et c'était il y a vraiment très longtemps. Oui. Et après, beaucoup plus tard, quand je devais avoir peut-être 25 ans, c'était vraiment quand j'étais très jeune. En fait, j'ai un de mes amis qui était très fan de BD américaine, mais pas mainstream, qui m'a offert V pour Vendetta et qui m'a fait lire mon premier Watchmen. Bon. Voilà. Donc les gros classiques d'Alan Moore. Bonjour. Bonjour. Moi, en fait, c'était quand j'étais petit, vraiment petit, donc c'était dans les années 70, à l'époque où on avait des grosses télés. Et en fait, il y avait cette série télé qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense que je suis en train de raconter une très longue histoire. Non, mais vas-y. Et donc, c'est pas si éloigné que ça non plus. Il y avait la maison de famille d'amis, la maison de campagne. Il y avait une énorme salle de jeu où il y avait L'homme qui valait 3 milliards en jouet. On pouvait voir à travers sa tête et regarder comme lui plus loin. Et à côté de ce bonhomme avec lequel j'ai pu jouer pendant des heures, il y avait 2 Strange. Et c'était le Strange numéro 2 et 3. Et donc dedans, il y avait les histoires d'Iron Man. C'était pas tout neuf déjà à l'époque, donc. Non. Je les ai complètement défoncés en découpant et en décalquant et tout ça. Et en fait, c'est vraiment les premiers comics que j'ai eus. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et t'as senti que c'était plus ton truc que la BD franco-belge, les Tintin Astérix? Je connaissais rien d'autre. D'accord. C'était les premières images avec du texte que j'avais. D'accord. Forte impression, donc. Mahmoud? For me, I discovered. I don't remember exactly when, because we always had comics at our house all the time. Donc il se rappelle pas exactement quand, parce qu'il a toujours eu des comics chez lui. As far as I can remember, I had comics it would be Disney comics, Marvel comics, DC comics, Asterix, Tintin, everything. So I grew up with comics. Donc là, vous avez compris. Donc Tintin, Astérix, Mickey, il a grandi avec ça. Yeah. I think I was 7. Donc il avait 7 ans. And it was a Conan that a family member gave me as a present. Donc, un membre de sa famille lui a offert un Conan. Et ça a été décidé à partir de là. Yeah, I was 7 as well. Donc à 7 ans aussi. So it's a critical age. Un âge critique. And yeah, I'd just seen Star Wars, so that's the first time I'd seen science fiction up on the big screen. Donc il venait juste de voir Star Wars, c'est la première fois qu'il voyait de la science-fiction sur grand écran. And almost immediately 2000 AD came out with Judge Dredd and all that stuff. And that's it, I fell in love. Et très rapidement est venu le magazine 2000 AD, qui est un magazine mythique anglais qui publie la bande dessinée, et Judge Dredd évidemment, super-héros iconique anglais. Moi j'avais 9 ans, mais ouais, j'allais voir les films de Superman quand ils sont sortis dans les années 70. Et en même temps j'ai découvert comics, c'était Hulk versus Batman. Avec Garcia Lopez, je crois. Avec Garcia Lopez, ouais. Et là j'ai complètement... j'avais 9 ans. Et puis voilà, à partir de là j'ai commencé à faire des pages. Voilà. Romain? Moi, ça marche, ouais, c'est bon. Moi, c'est assez récent, je crois que ça fait 4-5 ans, et c'est avec le boulot de Humberto Ramos, et puis son compatriote Herrera, Francisco Herrera. Et donc, c'est à partir de là que je m'y suis mis, et puis très rapidement, vu que je suis un fan de Batman, et je suis allé sur Batman, et puis là, hop, c'est arrivé, mais à la base, je suis très manga plutôt. D'accord. Voilà. Bon, il y a des connexions de toute façon, de plus en plus d'ailleurs, entre les mangas et le comics. Alors la deuxième question, c'est je vais vous demander quelle est votre influence majeure et puis aussi le plus gros plaisir de lecture que vous ayez eu. Pierrick. Ça va être un scénariste. Oui, ça va être un peu facile parce que tous les scénaristes disent ça, mais c'est forcément Alan Moore. Ouais. La première fois que j'ai lu Watchmen, c'est la première fois que je lisais un comics avec vraiment un scénario, parce que bon, Don Jarger, c'est pas l'utilité. On leur dira. Voilà. Et c'est vrai que c'est un choc de s'apercevoir que toutes les idées qu'on peut placer dans un comics, tout ce qui va en plus, juste des actions et des personnages. Et c'est resté mon influence depuis ce moment-là, parce que j'essaie toujours de raconter des choses en plus que juste de l'action, que juste des événements. Il faut dire aussi qu'Alan Moore a été un des premiers scénaristes dont les scripts ont été publiés. C'est-à-dire que les gens ont eu l'occasion de voir
exactement en quoi consistait un script, et je pense que ça a aidé beaucoup de gens et influencé beaucoup de gens. Oui, c'est vrai, surtout que c'est assez proche du cinéma, de la manière dont il écrit, avec beaucoup de descriptions. C'est-à-dire qu'il écrit 4 pages de scénario pour une page de BD. Des fois, c'est une case entière qui est écrite sur plusieurs pages. Ouais. Et c'est vrai que c'est forcément un exemple, même si récemment il devient un peu taré et il fait n'importe quoi. Mais... Après, c'est vrai que dans les années 80 et encore maintenant, ça reste quand même la référence, je pense, pour les scénaristes. Oh, je vais pas m'éloigner en fait en termes de scénario. Pareil, moi, Alan Moore est l'une des références. Après, niveau visuel, moi j'ai été très très marquée par la série animée. C'est pas du comics en soi, mais bon, c'est dans l'univers. Les séries animées, Batman et Superman m'ont énormément, par Bruce Timm, m'ont énormément influencé. Bonne référence. Stéphanie? Moi je vais rester dans la ligne d'Alan Moore. Au niveau plaisir de lecture, les Watchmen, pour moi, ça reste vraiment un genre de Bible en quelque sorte. La qualité de la narration, c'est vraiment une qualité qu'on retrouvera jamais qu'en BD. C'est pas possible d'adapter vraiment Watchmen. On peut pas ressentir le même plaisir en regardant le film, même s'il est très bien fait, ou s'il était très bien fait, que en le lisant. C'est vraiment un plaisir de lecteur de bande dessinée et pas c'est pas une adaptation de quelque chose qu'on aurait pu filmer, ce qui est souvent le cas dans la bande dessinée franco-belge, par exemple, un petit peu moins aux États-Unis, mais tout de même. Oui, tu veux dire que c'est pas une écriture standardisée, c'est vraiment une exploration du médium, quoi. Oui, et c'est étonnant de pouvoir faire ça avec des damiers tout bêtes de 6 cases, quoi, tu vois. 9 cases, pardon. J'ai toujours été très 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 mauvaise en maths. Ils n'ont pas beaucoup dormi tous, hein. Soyez indulgents. Oui, non, c'est comme ça tous les jours. Par contre, au niveau de l'influence graphique, moi, je suis plutôt dans quelque chose de très très pictural. Mucha, Egon Schiele, plus récemment peut-être Bob Peak. Là, en ce moment, je crois des illustrateurs essentiellement. Des illustrateurs, en ce moment plutôt old school ou des peintres. Mucha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art nouveau qu'on retrouve beaucoup dans le style de Stéphanie. En effet. Tu connais bien. Toutes les volutes, un petit peu mon métier, si tu veux. Toutes les volutes qu'on peut retrouver, donc une approche assez frontale du design quand même, assez fondamentale de ton dessin. Donc c'est les affichistes. Et puis Bob Peak, c'est plutôt peint. Il a notamment fait des affiches de James Bond. Les illustrations plutôt des années 70 où il y avait un graphisme et une façon de dessiner qui était un peu sèche, comme ça, que j'aime bien aussi, que j'aime bien explorer en ce moment. Ça va peut-être me passer, mais pour le moment, j'aime bien. Voilà. Alors moi, ma grosse influence comics, ça a été les premières BD que j'ai pu lire de Frank Miller. C'est le Daredevil, c'est la première fois qu'il y avait quelque chose de sale qui se passait, de dangereux, alors que jusque-là, il y avait des petites enquêtes qui étaient bien gentilles, des petits problèmes d'adolescents, mais d'un seul coup, avec Daredevil, Daredevil de Frank Miller, ça devenait vraiment sale. Le New York que je voyais à la télé, même si dans les versions françaises, c'était non pas des objets coupants qu'on voyait, mais c'était des fourchettes avec lesquelles... À l'époque où Gérald et moi avons lu tout ça, c'était sauvagement censuré, donc il y avait beaucoup d'armes qui étaient effacées. Des armes, ça devenait des cuillères ou des assiettes. Mais malgré tout, dans le dessin, dans le rythme, et surtout dans la mise en... l'usage du noir, en fait, qui apportait quelque chose de très sombre, à proprement parler. Et en fait, j'ai suivi ensuite ce que faisait Frank Miller et le Batman, le Dark Knight de Frank Miller, qui s'accompagnait aussi du Killing Joke de Brian Bolland, alors que je venais de découvrir ce dont il parlait, les 2000 avec Judge Dredd. Ça a été une grosse claque. Tous les auteurs anglais qui débarquaient chez Marvel et DC, ça a été vraiment un truc qui m'a beaucoup parlé. Et en même temps, il y avait Akira qui était édité en France. Mais je peux en parler comme du comics puisqu'il travaillait vraiment au format comics avec le même genre de... C'est vrai que ça serait tout simplement difficile de parler de ton style sans parler d'un mélange d'influences. On ne peut pas parler de comics, ni de BD franco-belge, ni de manga, mais c'est vrai qu'il y a un peu de tout, quoi. C'est assez bien mélangé. Toute cette époque était vraiment excitante.
Après, maintenant, il y a plein de choses qui m'influenceront aujourd'hui. Ouais. Bon, la grosse claque aussi, ça a été Alex Ross. Ouais. Qui d'un seul coup posait, si on savait pas comment dessiner un personnage de comics, lui, il arrivait avec la façon ultime de le dessiner, quoi. Hyper crédible, même dans le récit des Marvels. Et ensuite, j'ai un peu moins aimé au niveau du scénario, mais Kingdom Comes. Mais l'impact visuel a été très fort. Visuellement, c'était vraiment un truc qui m'influence encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. For me, I think the visual aspect of comic books was actually the main inspiration for me. So, like, donc pour lui, l'aspect visuel du comics a été essentiellement sa plus grosse inspiration. I remember like looking at Asterix, and it actually told me like you could tell stories by pictures, and that's how I started understanding it. You know? Astérix lui a en fait appris à raconter une histoire par image. But like most Turkish people, I think what drew me into comics and what made me draw comics was probably reading Conan and John Buscema and other guys. Comme la plupart des Turcs, ce qui lui a vraiment donné envie de faire du comics, c'est Conan, apparemment comme Yildiray. Yeah, and in time, I realized comics could be more deep, more meaningful. Et avec le temps, like A Dark Knight Returns and Watchmen and stuff. So son évolution l'a amené à comprendre que les comics pouvaient être plus profonds et avoir plus de sens. Yeah, I will probably say that similar things, like the other guys. And il dira plutôt la même chose que nos autres invités. But visually, for comics inspiration, the first names that comes to my mind are Bill Sienkiewicz. En comics, les noms qui viendront en John premier. Buscema. Bill Sienkiewicz, John Buscema. Neil Adams and Jack Kirby. Yeah, the first four. Yeah. No, seriously, that was it. Copier-coller de Yildiray, manifestement. What he said. Really? Were there any British artists that we don't know? Est-ce qu'il y a d'autres peut-être artistes anglais qu'on ne connaîtrait pas forcément? Yeah, I mean, as for what I like to read, it comes from 2000 AD, like Mick McMahon. Donc ça, pour lui, c'est tout ce qui vient de 2000 AD, comme Mike McMahon qui a fait Judge Dredd pendant des années. Kevin O'Neill, League of Extraordinary Gentlemen. Brian Bolland, Dave Gibbons. Brian Bolland, Dave Gibbons. Cam Kennedy, qui est peut-être moins connu aujourd'hui parce qu'on le voit moins travailler, mais qui a fait du Star Wars classique pour tous les grands fans. Yeah. Oh, sorry. Moi, c'était John Byrne. John Buscema sur Surfeur d'argent, John Byrne sur X-Men avec Phoenix, saga du Phoenix Noir. Ça nous date sérieusement tout ça. Ah ouais. Et puis voilà. Surtout après il y a eu Akira aussi pour la narration, pour la vitesse, vraiment donner une force, une vitesse narrative. Et puis aujourd'hui, beaucoup de choses, toujours, qui viennent me nourrir. C'est quoi la dernière excitation vraiment que tu as eue sur... En ce moment, je suis assez à fond All New X-Men avec Stuart Immonen. Ouais. Voilà. Je trouve que ce gars-là, il fait mal à tout le monde. Oui, il sait tout faire et dans n'importe quelle situation et je trouve tous les mois, il me surprend. Voilà, nouveau point de vue, nouvelle scène, nouvelle mise en scène. Enfin, il est surprenant, quoi. Voilà, ça me rappelle d'ailleurs les ambiances qu'on avait, enfin le ressenti que j'avais quand je découvrais les X-Men de John Byrne. Voilà, alors, une espèce de retrouvailles, quoi, avec cet état d'esprit là. Moi, du coup, au niveau graphique, je suis très Scotty Young. Parce que j'aime bien quand il fait ses Baby X-Men, Baby Avengers et tout. Donc ça, c'est un truc qui m'éclate. C'est aussi le Wizard of Oz. Wizard of Oz, ouais, qui est génial. Et puis au niveau des couleurs, je suis un gros fan de Marte Grazia, surtout avec Stuart Immonen. Oui, voilà, qui est le coloriste notamment de Immonen sur et qui est X-Men. Fou furieux, quoi. Il colorie aussi, je crois. Gardien de la Galaxie. Oui. Mais aussi, il y a un autre titre Wolverine, il me semble. Ouais, il fait les covers, de Marte Grazia. Inhumanity aussi, il me semble, non? Ouais, c'est ça. Mais sur Immonen, je trouve que c'est son meilleur travail. Et les deux vont très très bien ensemble. Il sait s'adapter notamment à Joe Madureira, qui est quand même un style assez différent d'Immonen quand on y pense. Mais c'est un truc ça c'est un mec
C'est quelqu'un qui a une technique vraiment particulière et qu'on a du mal à comprendre. Même quand on l'a compris mentalement, on sait la technique, elle est infaisable à faire. Voilà. Pour moi, ce mec-là, il a compris un truc. Voilà. Bah, je te remercie. Bah, c'est vrai que pour tous les dessinateurs, le coloriste est essentiel, on le dit pas assez, mais c'est ce que quasiment tout le monde voit en premier dans le dessin. C'est dommage que certains éditeurs mettent du temps à le comprendre. Il y a un petit peu un débat en ce moment là-dessus, justement, sur est-ce qu'il faudrait donner des royalties aux coloristes, et moi je pense que oui, personnellement. Donc voilà. Quelle est votre étape préférée dans le travail d'une page ou d'une couverture? Donc on parle de proposition, narration, dessin, ancrage ou couleur. Donc ça s'adressera à Elsa. J'aime beaucoup la phase de sketch, des roughs. Du début, j'aime bien poser des lignes, faire des grands traits, d'avoir l'énergie en fait. Et après, j'essaie de m'appliquer au maximum à garder cette énergie quand je détaille un peu plus, quand j'encre derrière. Mais j'aime bien cette étape du début très souple, en fait. Voilà. Moi, en fait, dans la BD, j'aime bien l'idée de la faire et j'aime bien quand je l'ai finie. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est un peu difficile. Mais oui, tout ce qui est sketching, tout ce qui est rough, j'aime pas, mais c'est la partie qui est la plus importante pour moi. Donc je vais passer beaucoup de temps dessus, voire plus de temps que sur les pages en elles-mêmes, parce que c'est vraiment la partie déterminante et c'est là où les gens vont vraiment me voir, parce que c'est la seule chose que je puisse vraiment apporter à un scénariste, c'est une bonne compréhension pour les lecteurs de ce qu'il a écrit. Donc j'essaye de vraiment apporter quelque chose qui soit en accord, pas trop ou pas trop peu par rapport à ce qu'il écrit. C'est pas ce que je préfère, mais c'est là que c'est le plus important. Moi, je préfère quand j'ai fini. À la limite, je préférerais la couleur, même parce que ça va super vite après. C'est plus du plaisir. Oui. Mais quand j'ai fini, c'est vraiment là que j'aime bien. Voilà. Petit Anne chantant. Oui, en fait, moi, ce que je préfère dans la création du comics, enfin de la bande dessinée, c'est la phase de storyboard, parce que c'est là où je découvre les images que je vais faire en même temps, et c'est là où c'est vraiment une impression de voir le film se dérouler et de le faire en même temps. Et on est obligé de travailler très vite, et c'est la partie la plus créative pour moi. Ensuite, le reste, c'est quelque chose de technique. Ouais. Où je peux trouver aussi du plaisir si je trouve des solutions de lumière et de composition plus précises qui vont amener le lecteur là où je veux l'amener. Ouais. Mais c'est quand même plus douloureux et ça prend beaucoup plus de temps. Donc je vais dire vraiment le storyboard. D'accord. Ouais. To me, with the interiors, I'd say what I like most is the figuring out things, figuring out new things or solving problems with the story in a way. Donc pour les intérieurs, ce qu'ils préfèrent, c'est la résolution des problèmes que pose un scénario, donc établir les premières bases. So it seems like the story is like a puzzle in a way, and it's like a way for me to, put it on a paper in a different format. C'est comme un puzzle et c'est l'option de savoir comment on va agencer le. And with the covers, et pour les couvertures, I think I like the moment when it all comes together in the end. It's all done. All right. Okay. Il aime quand c'est résolu, que tout est réglé et qu'il n'y a plus de problème. Yeah, for the covers, I can't say a specific thing because I like doing covers because that means that's a cover. So people are going to see it first. Pour les couvertures, il ne peut pas vraiment spécifier quelque chose en particulier, sinon le fait que c'est ce que les gens voient en premier, donc il aime bien faire ça. So it's always exciting to work on a cover in every stage. Donc c'est excitant de travailler sur une couverture sur toutes les étapes. For the interiors, the best moment I'm having is drawing the final page. Allô? The invoice. Seriously. Can you go again? I was distracted. Drawing the final page is the best moment for me. Donc l'étape finale you're talking inking or tight pencils? Actually, it depends on the story, but I usually like inking my own stuff. Donc ce que tu préfères vraiment, c'est l'étape finale et notamment pour certaines histoires, l'ancrage.
because with inking I can go more free and I can express myself more. Parce qu'il peut mieux s'exprimer, aller jusqu'au bout de son idée quand il s'ancre lui-même. And penciling has limits that with inking you can get more textures and more energy, but you can do it with just a pencil. So I prefer inking. Donc il préfère l'ancrage parce que au crayon c'est quand même limité. On peut travailler en texture et tout ça, mais bien évidemment dans les comics, vous savez certainement que la plupart du temps, un encreur arrive derrière et réinterprète le travail du dessinateur. Donc voilà, le mieux quand même pour un dessinateur comme Yildiray Rai, c'est d'aller jusqu'au bout et de s'ancrer lui-même. Storytelling for me, I love getting in a great script and having it fire my imagination and putting it down in a sequence. On a layout stage. Yep. Pour lui, c'est vraiment la narration graphique, le storytelling, donc découper un scénario et le transformer en bande dessinée. The true work of a comic book artist, actually. Oh yeah, that's what I like best. And yeah, I enjoy everything after that, but that's the best bit. Bien sûr, il aime le reste, mais c'est vraiment la meilleure partie. Moi, c'est comme Yildiray, j'aime l'étape finale du travail, parce que c'est à ce moment-là où toutes les idées s'ancrent, vraiment, c'est le cas de le dire, dans l'étape finale, et où je commence à être rassuré. Parce que jusqu'à ce moment-là, tu es angoissé et tu n'es pas sûr d'y arriver. Et jusque-là, je continue à corriger des erreurs de dessin, je repense au cadrage à nouveau, je remets tout en question, alors que je suis en train d'ancrer. Donc en fait, pour moi, l'étape de dessin et d'ancrage, c'est la même. Parce que je fais juste des layouts et j'encre directement. Et donc voilà, c'est tant que ça c'est pas abouti, c'est pas. Le layout, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est l'étape du dessin avant qu'il soit vraiment fini, avant qu'il y ait toutes les ombres, avant qu'il soit vraiment défini tel que vous voyez imprimé. Donc travailler l'ancrage d'après un layout, ça laisse une part d'interprétation assez forte pour un artiste. Donc c'est un temps que je donne beaucoup de temps pour ça. Je sais pas, je fais pour le squelette en fait. Et un après, truc en 2 heures, mettre en place la page 1 heure, 2 heures, et le reste du temps pour faire le dessin ancré en même temps. Et voilà, savoir une page dans la journée aussi, parce qu'il y a toujours la deadline qui nous oblige un peu à parfois, voilà. À pas dormir. À pas dormir ou lâcher prise aussi sur ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et toi, Romain, parce qu'en plus d'être coloriste et co-scénariste, tu dessines aussi. Oui, je dessine aussi. Moi, c'est la partie couleur que je préfère. Oui, même dans le dessin, en fait, c'est la partie couleur, parce que finalement, j'ai un dessin, malgré tout, je suis pas un fou de dessin, et j'ai un dessin qui est fort, toujours très solide, mais à la couleur, c'est là où j'essaye de mettre le plus de choses. Et moi, ce que je préfère dans la couleur, c'est l'étape des lumières. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai posé tous les aplats, les ombres, les ambiances, on commence à arriver au moment où je viens placer les lumières. Là, poum, d'un coup, ça prend. Et là, on se rend compte vraiment de la page qu'on va avoir. Et puis, j'aime bien aussi, dans la couleur, le côté de l'imprévu. Je sais jamais vraiment où je vais quand je commence une page. Et je sais juste que je dois faire, par exemple, une page de jour avec le soleil couchant. Je sais vraiment pas à quoi elle va ressembler quand je commence à mettre les aplats avec les textures, tout ça. Je me laisse aller. Et c'est vrai que c'est tout ça, c'est un truc qui est cool. Et puis, vu que c'est assez rapide, une page, c'est 6 heures, 7 heures. Donc, du coup, rapidement, on voit le résultat et on se laisse surprendre et c'est cool. Et puis, quand on trouve des petits trucs qu'on connaissait pas, on fait, oh putain, ça c'est trop bien, c'est génial. Et puis là, une petite danse de la victoire, une petite danse de la joie et c'est cool, quoi. Ok, merci. Voilà. Alors, ma prochaine question, c'est, on parle beaucoup de scénaristes en ce moment, peut-être un peu trop, parce que l'industrie est vraiment passée là-dessus. Les éditeurs favorisent vraiment beaucoup le scénariste au détriment de toutes les créatives. C'est comme s'il y avait un auteur et des exécutants. Donc ma question, ça serait quelle est votre meilleure expérience de collaboration avec un scénariste, et pouvez-vous en donner les raisons? C'est-à-dire qu'il est scénariste. Moi, je collabore très bien avec moi-même, donc ça va. C'est vrai que nous, jusque-là, on a travaillé que tous les deux. Donc, ça fonctionne très bien comme ça, donc on continue, pourquoi changer. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le fait qu'on travaille dans le même studio. C'est ce qu'on disait hier, ça limite les délais, déjà, et ça nous permet
de pouvoir se renvoyer la balle constamment. En général, il n'a pas beaucoup d'avance sur moi, que quelques pages. Et il a évidemment ses grandes idées, ses directions, exactement où il va mettre ses pivots, etc. Mais on se laisse influencer l'un l'autre, en fait. Et c'est une collaboration créative du début à la fin. Par exemple, sur le Garde républicain, j'ai écrit une version du scénario qui a servi à faire le travail. Et quand j'ai eu toutes les pages d'Elsa alignées, je me suis rendu compte que, en fait, je pouvais réécrire complètement autre chose avec ces pages. Et juste avant d'envoyer le lettrage à Thierry, j'ai vraiment tout repris à zéro et 99% des textes ont complètement changé. J'ai changé le narrateur, j'ai changé le point de vue, tout a complètement changé. Et c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas pu faire si j'avais pas eu les planches tout de suite au fur et à mesure quand je voyais. Même quand je la vois commencer ses crayonnés à côté, et quand je vois quelque chose, par exemple, qu'elle a mal interprété par rapport à mon scénario, soit je peux la corriger, ou soit ça peut me donner une autre idée encore meilleure que ce que j'avais à la base. Moi, en fait, après avoir bossé surtout avec des scénaristes que je ne connaissais pas, Kieron Gillen, c'est certainement la personne sur les scénarios de qui j'ai préféré travailler. Parce que Stéphanie donc, a dessiné toutes les couvertures de la série, il me semble, donc, Journey into Mystery, fameuse saga de Kid Loki, qui était probablement la meilleure incarnation de ce personnage depuis sa création dans les années 60. C'était vraiment cool. Et tu as dessiné le dernier chapitre de cette saga entièrement. Oui, et c'est une des choses que j'apprécie en travaillant avec des scénaristes qui travaillent pour le marché américain, parce qu'ils ne sont forcément pas souvent américains, voire pour le moment jamais dans les collaborations. On m'envoie un scénario fini. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément après être passé par le marché français, où j'attendais vraiment avec angoisse les prochaines pages. Déjà de savoir si elles allaient arriver, quand elles allaient arriver, c'était déjà un petit peu long. Elles arrivaient par paquet de 4 dans le meilleur des cas. Et c'était pas toujours le cas, hein, mais ça a souvent été comme ça. Moi, j'aime bien avoir tout le scénar. Je lis le truc entier, je me fais une idée du mood du bouquin en entier. Je peux vraiment me mettre dedans et je sais où je vais. Je peux me répartir le boulot sur un certain temps, comme ça. J'ai pas peur de savoir ce qui va m'arriver ou si ça va pas être nul après. Là, je sais si c'est nul, je suis prévenue. Mais Kieron Gillen, lui, écrit vraiment très très bien. Il écrit très très bien pour un dessinateur parce qu'il laisse beaucoup de place à mon interprétation. Il y a le nombre de cases est défini évidemment, mais il y a beaucoup de scénaristes qui réfléchissent, voire certains font des croquis, mais qui réfléchissent en termes de cadrage, ils disent déjà caméra, du sol et tout ça. Kieron, il peut le faire une fois de temps en temps parce qu'il a une idée plus précise sur une scène ou deux, mais la plupart du temps il me fait confiance et c'est vraiment agréable pour un dessinateur de savoir qu'on te fait confiance parce que c'est aussi ton métier de savoir raconter une histoire par l'image. Donc Kieron Gillen écrit vraiment très bien, mais les scénaristes qui travaillent pour le marché américain avec qui j'ai bossé écrivaient tous de façon très efficace. C'est souvent avec les scénaristes français c'est très romancé et ça te perd un petit peu quand tu le lis, alors que là c'était efficace, même quand c'était pas terrible, c'était efficace. D'accord. Bon, voilà. Alors, moi j'ai une expérience assez mitigée avec les scénaristes avec lesquels j'ai travaillé. Le premier avec lequel j'ai travaillé, c'était une expérience très intéressante parce que c'était le premier, donc j'apprenais un peu tout. Et ce que j'appréciais chez lui, c'est qu'il me laissait faire mon interprétation. C'est-à-dire que dans sa description des cases, il y avait 11 cases par page. Donc j'avais la liberté en fait de trouver une meilleure solution. Et il me décrivait des plans. En fait, ce que j'appréciais, c'est que il me donnait sa version. Il me laissait libre de trouver mes solutions. Ensuite, le travail avec un scénariste américain était complètement différent, parce que le premier travaillait au fur et à mesure. D'accord, comme le dit Stéphanie, envoyé page par page. Il rebondissait sur ce que j'aurais fait, ce que je faisais sur des planches d'avant. Et ça pouvait prendre aussi beaucoup de temps. Mais pour le scénariste américain avec lequel j'ai travaillé, j'ai eu un scénario entier. Clé en main. Ce qui peut paraître une bonne chose pour ceux qui sont autodisciplinés. Mais ce qui a été une très mauvaise chose pour moi, parce que je savais ce qui se passait et j'avais plus qu'à m'organiser. D'où un manque de motivation, parce que tu ne découvrais pas l'histoire.
on a l'histoire, on sait ce qui se passe, et du coup, il faut vraiment s'organiser et avoir beaucoup de volonté pour pouvoir se remettre au travail. La particularité de cet album, parce qu'on parle d'Iron Man, c'est aussi qu'il n'était pas dans la continuité, qu'il n'était pas après toi, parce que c'était pas un problème aussi que ça ne sorte pas à tel moment. Ça a été un problème. Ça finit par l'être, tu veux dire. Ça l'a été très tôt parce que l'album était prévu avant la sortie du premier film. D'accord. Il est sorti longtemps après le deuxième, le troisième. D'accord. Le troisième. Ouais. Donc voilà, ça a été une expérience douloureuse et je sais pas si. Maintenant, comme je travaille dans une autre branche, j'ai plus ce genre de problème. D'accord, je vois. Ça a été douloureux, mais en fin de compte, j'en reviens à la question qui était avant. Je suis bien content d'en avoir fini. En même temps, maintenant l'album existe. C'est un petit peu ce que reprochait tout le monde à Adi Granov, qui avait été très 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 en retard sur Extremis. Maintenant, tout le monde s'en fout. L'album existe, les gens le lisent, le commandent, et tout ça est oublié finalement. Oui, ça ne m'appartient plus. Ouais. Well, I suppose I was lucky to be working with really nice guys. I think it's partly because I'm easy to work with. So I was, I had good experiences with most of the writers I worked with. Il estime être chanceux d'avoir travaillé avec beaucoup de gens avec qui c'était facile de travailler, mais il se demande si c'est pas plutôt parce que lui est très facile. Donc voilà. And for recently, for example, I worked with a short thing with Brian Bendis, and it was a really good experience because, like, he actually, even for 10 pages, he studied my work and he actually wrote the script to my work. So I really had a lot of fun with that one. Récemment, il a travaillé avec Bendis et c'était un grand plaisir parce que même s'il s'agit de 10 pages, c'est quelqu'un qui va étudier beaucoup son style avant de l'écrire. Donc il a eu beaucoup de plaisir à le faire. And of course, my long run on Supergirl, it was a good experience because we just started from the beginning with Michael Green and Mike Johnson. And we talked from the start of what we wanted to do and everything. So it was a really good experience and it was a fun time. Dans le cas de Supergirl, ça a été une expérience très positive aussi puisqu'ils ont pu s'y prendre plus à l'avance, créer la série ensemble pour The New 52, right? Pour les New 52. Et donc ils ont pu collaborer tous ensemble pour voir vers quoi allait la série. I have several good experiences in my career, but I want to tell about the latest one. Il a eu beaucoup de bonnes expériences dans sa carrière, mais il voudrait parler de sa dernière. I think it was the Batman Superman issue I did with Greg Pak. Donc le Batman Superman qu'il a dessiné avec sur le scénario de Greg Pak. It's mostly because of that. We were telling this story about Bruce and Clark as a kids meeting for the first time. Parce qu'il racontait l'histoire de Bruce Wayne et de Clark Kent qui se rencontraient pour la première fois enfants. And I was drawing angry and fighting guys for a long time. Et que jusque-là, il avait dessiné beaucoup de gens très en colère qui se bagarraient. So it was a fresh air for me. Ça a été un rafraîchissement de pouvoir dessiner ça. Mine's going to be the combination of Ralph Macchio editing and Brian Bendis. Donc pour lui, ça va être la combinaison de Ralph Macchio. Yeah, Ralph Macchio was editing. Qui est un éditeur. And Brian Bendis was writing. Donc lui, il fait le mélange entre l'éditeur et le scénariste. Do you think you cannot mention a writer? In this case, mentioning the editor working with him? In this case, between the two of them, I felt completely integrated into the project. Donc dans ce cas précis, les deux étaient totalement intégrés dans une démarche de travail. Et l'éditeur, vous savez, c'est un directeur de collection qui s'occupe de la série, qui peut parfois donner les idées avant que le scénariste fasse le travail de structure du récit et d'histoire. Yeah, I was speaking to Ralph every single day, and yeah, you felt part of a working unit, okay. And that was terrific. Really enjoyed that. Yeah, still my best. Donc il parlait avec Ralph Macchio, l'éditeur, tous les jours. Et il avait vraiment l'impression de faire partie d'une équipe. Moi, humainement, des expériences intéressantes et très enrichissantes humainement. Mais sinon, je préfère être en lien avec l'éditeur uniquement. D'accord. Et de laisser le scénariste faire son travail et qu'il me laisse faire le mien. Okay. Et je n'aime pas tellement qu'on
J'ai jamais en fait trouvé un plus dans ma relation avec un scénariste, à l'exception de quand je co-scénarise avec Romain. Avec Romain, d'accord. Donc là, c'est complètement différent. Et là, parce que c'est quelque chose que lui souvent il fait le plot et moi je mets après en page et j'écris les dialogues. Mais pour pour ma relation après au niveau j'ai souvent été déçu de toute façon par les histoires que j'ai eu à dessiner, le moment final des histoires m'a souvent déçu. J'ai dit tout ça pour ça. Donc j'ai pas vraiment une super expérience à raconter avec un scénariste. Ils sont de toute façon souvent loin, je les connais pas. Ils peuvent, c'est pour ça que je dis humainement c'est cool parce qu'ils ont toujours un mot sympa, toujours de l'encouragement, des choses comme ça. C'est vraiment appréciable. Mais sinon pour le reste, on reçoit un script, mais il faut quand même balancer autre chose, quoi. Donc il y a une distance à prendre par rapport au script. L'éditeur repasse derrière pour dire je veux ça en plus, je veux ça en plus, je veux ça en plus, je veux ça en plus. Donc au final, on travaille plus avec l'éditeur qu'avec le scénariste. Et voilà, pour moi, il est un peu comme un scénariste, c'est un peu comme moi. Je suis payé pour faire les pages, je dois faire tant de pages. Et le scénariste, c'est pareil, quoi. Et en plus, c'est souvent lui qui nous fout à la bourre. Alors tout à fait. Je vais pas être tellement complaisant avec. On va enchaîner avec aussi une réunion syndicaliste, si ça vous dérange pas. Romain, bon, tu travailles essentiellement avec Phil ou le scénario. Je travaille beaucoup avec Phil, donc oui, effectivement, c'est vrai que ça, c'est le plaisir d'écrire des histoires à deux autour d'une table et d'un bon café. Mais c'est vrai que là, je suis chez Delcourt, effectivement, je suis pas du tout en relation avec le scénariste et je travaille plutôt avec David Chauvel. Et finalement, c'est lui mon scénariste. Directeur de collection. Voilà, c'est lui qui va me dire, écoute, voilà, on fait plus un truc comme ça, pense à ça et tout. Et ça se passe très bien, c'est cool, c'est quelqu'un qui est très droit. Et donc ça, j'ai pas une mauvaise expérience de ça. Et après, par contre, effectivement, j'envoie au scénariste, donc Luca Blenghino, qui est italien, et donc je l'envoie par mail en Italie. Mais ma meilleure expérience, effectivement, c'est avec Phil, sur tous les projets, toutes les idées qu'on a et où on en parle, on le fait. Geek Agency, c'était hyper cool. Les prochains qu'on va faire vont être hyper cool aussi. Et voilà, et c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment des super journées, quoi. Voilà. Okay. J'aurais une question aussi for you guys. Have you ever worked the Marvel way, Marvel method, with a writer? La méthode Marvel, donc je leur demande s'ils ont travaillé avec un scénariste, la méthode Marvel qui consiste pour un scénariste à donner juste le synopsis d'une histoire au dessinateur et le laisser entièrement dessiner ses pages libres pour revenir à la fin pour écrire les textes. C'est la méthode inventée par Stan Lee et Jack Kirby qui leur a permis de faire tant de comics. Et c'est resté pendant des années et des années chez Marvel la méthode unique de travail avant de revenir récemment au full script, donc le script complet où le scénariste détaille toutes les actions, toutes les cases, tous les plans. Well, it's funny because like I worked the Marvel way on Dynamo 5 with Image Comics and with Supergirl and DC Comics at times, but I never did Marvel way with Marvel. Donc lui a travaillé donc de cette façon-là, d'abord avec son premier projet avec Jay Faber. Yeah, with Jay Faber and on Supergirl with Mike Johnson. Donc Dynamo 5 et chez DC, bizarrement, même si c'est la méthode dite Marvel, sur sa série Supergirl. Yeah, it was the first time I did that was with Jay Faber on Noble Causes at Image Comics. Donc avec le même scénariste, Jay Faber, sur son titre Noble Causes. And we tried some in latest Firestorm series with Gail Simone and Ethan Skyver. Il a aussi essayé ça sur sa dernière série de Firestorm avec Ethan Van Sciver and Ethan Skyver. Yeah. Okay. No, Never. No, I've always had full script. Yeah, every single time. Okay. Moi sur Captain America Corps, c'était avec la Marvel Way et Roger Stern. Avec Roger Stern et Chris Claremont pour Wonder House. Tout simplement. Ouais. Et ça c'est vraiment bien. Ouais. Ouais, ça c'est quand on n'est pas cadré case 1, case 2, case 3. Ça c'est vraiment bien et on devrait un peu nous laisser faire ça. Justement, parce que c'est notre taf, le visuel, et c'est pas voilà,
Et souvent, il y a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'inventivité quand on nous laisse cette liberté-là, plutôt que de tenter de faire tenir un truc avec le découpage qu'on nous donne, et ensuite de nous dire ouais, il faudrait rajouter ci, rajouter ça, quoi. On serait plus direct et voilà. Ok, merci. Je me suis bien fait comprendre. Absolument. Si seulement ils étaient là. Ah oui, alors ça c'est une question que j'ai reçue par le net, mais je l'ai trouvée assez marrante, donc je vais vous la poser à tous. Quel personnage déjà existant, ou série, personnage ou série, dessineriez-vous si on vous disait que vous devez y travailler dessus pendant 10 ans, et seulement sur cette série ou ce personnage? C'est pas une série qui existe, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, et j'aimerais vraiment qu'ils en fassent une série à part entière. C'est Poison Ivy. D'accord. Qui est souvent reléguée sur des rôles secondaires. Et je pense qu'elle mériterait vraiment d'avoir une série... pendant 10 ans. Oui, franchement. On ferait ça pendant 10 ans, sans problème. C'est ça le but de la question, c'est le personnage qui pourrait vous nourrir Poison pendant Ivy. 10 ans. Ouais. Il n'y a pas de limite, en fait, avec ce personnage. Moi, je voudrais bien le faire à la façon française, un album par an pendant 10 ans, c'est tout à fait jouable. 10 albums. On peut bien faire 10 Wonder Woman ou 10 Elektra, ça m'ira bien. Hein. Ça peut être des dessins animés, c'est des personnages de séries télé, films. I answer first? All right. Nothing. You don't want to work for 10 years? 10 years on anything, no. But if it would be something, it would be something of my own. Okay. A personal creative project. Donc ça serait une création pour lui. Même chose pour Yildiray. Okay, I'm going to say Judge Dredd. Judge Dredd. Because most of the stories that I ever drew were about the city. So you have Judge Dredd's just a foil to a whole set of new characters like inside the city. So I reckon that's got some value. Donc il répondrait Judge Dredd parce que Judge Dredd c'est juste un canevas pour raconter des histoires à l'intérieur d'une ville entière. Donc ça permet de raconter des histoires illimitées en fait. Alors, on a Gérald. Pareil que Mahmoud. Mesdames et messieurs, 6 ans pour Iron Man. Moi, ce serait un groupe. Comme ça, il y a plein de personnages et les sûrs de pas s'ennuyer. Et donc les X-Men. Et sinon, une création personnelle. Ouais, bien sûr. Création personnelle aussi, oui. D'accord. J'ai pas de personnage fétiche comme ça. À part si des poupettes, un groupe de poupettes, Magical Girls, ça tu vois que t'en as. Voilà, si les Magical Girls, j'en ferai pendant 20 ans. J'adore. On va vous faire passer les contrats maintenant. La question finale, en ce qui me concerne, ce sera sur quoi travaillez-vous actuellement et puis vos projets, évidemment. Pierrick et moi travaillons à développer un projet qu'on va financer via la plateforme Ulule, donc de financement participatif. On va lancer ça d'ici à peu près 3 semaines. Vous avez un titre déjà? Non, pas encore. On y travaille, mais c'est très très provisoire, donc je ne peux pas en parler. Voilà, donc on va lancer ça, financer un premier tome de 3 issues. Voilà, avec des bonus, donc 3 numéros qui fera 72 pages. Et si ça prend, on en fera un deuxième, si c'est possible. Voilà. Bon, c'est l'avenir. Voilà. Stéphanie. Moi, je fais toujours un petit paquet de couvertures. Oui, un maximum de couvertures, donc que tu ne peux pas forcément annoncer toujours parce qu'elles n'ont pas été annoncées publiquement. Je fais aussi des couvertures. En ce moment, sur Tomb Raider, là, je finis quelques couvertures. Et j'attends, je devrais déjà l'avoir, mais je n'ai toujours pas, le script pour la prochaine adaptation de Once Upon a Time, donc pour Marvel. Ils ont déjà fait un premier tome l'an dernier. D'accord. Il va y en avoir un second bientôt. Si j'ai le script. C'est pas encore gagné. Oui. Voilà. Et toi, Gérald? Alors moi j'ai laissé tomber le comics il y a 1 an parce qu'on m'a proposé... Tu continues à faire des couvertures de temps en temps? Je fais encore des couvertures, mais ça peut pas dépasser les 3-4 couvertures par an parce que D'accord, parce que tu es trop occupé dans ton boulot. Oui, je fais ça à côté et en fait j'ai juste, comme j'ai rejoint une équipe de concept art,
qui s'appelle Six More Vodka à Berlin. Je dessine toute la journée entre... Il y avait la question de quelqu'un justement qui te demandait en quoi consiste vraiment ton travail dans le sein de ce studio. On va la poser maintenant, c'est approprié. En fait, on crée des personnages, on design des personnages pour des jeux vidéo. Et depuis le Nouvel An, on travaille pour des illustrations pour un jeu vidéo. D'accord. Je ne peux pas citer. Non. Et on travaillera avec eux pendant un certain temps. D'accord. On a pu aussi travailler pour des affiches de pub, des campagnes de pub, mais c'était pas dans le cadre de Non, ça c'est en freelance. C'est encore autre chose. Aussi de... Donc, toutes les images qu'on peut voir pour Orange actuellement, parce qu'il y a une campagne sur les super-héros, on peut voir des personnages notamment sur les affiches des boutiques Orange, notamment à Toulouse, si vous voyez super-héros, c'est Gérald. Avec un humour qui est incroyable. Et oui, en fait je fais ça à côté parce que ce qui est marrant c'est que notre principal client chez Six More Vodka nous encourage à faire des travaux pour les éditeurs américains, pour tout ça. En fait ça concourt à la promotion de leur propre IP. Malin, c'est sûr. Donc voilà. Voilà. Okay. Right now, I'm working on Wolverine and the X-Men for the Marvel. It's an ongoing project, so I don't have anything coming up except that. Actuellement, il travaille donc sur Wolverine and the X-Men. C'est une série continue, donc il n'a pas autre chose en même temps, bien sûr. Besides that, I'm doing variant covers and stuff like that, so that's about it. Et des couvertures et des choses comme des commissions. Commissions, yeah, commissions. But I'm exclusive to Marvel, so I can't do anything else. Yeah. Mais il est exclusif chez Marvel. Il n'a pas le temps de faire autre chose. I recently finished a fill-in for World's Finest. Il a récemment fini son fill-in, c'est-à-dire secourir une série quand un dessinateur ne suit pas le rythme mensuel, donc sur World's Finest. And I can talk about my next project right now. I'm sorry. Et il peut pas parler de son prochain projet. I'm on Bloodshot for Valiant for. Moi qui dessine Bloodshot pour Valiant. 4 issues, I think. 4 numéros. Qui paraîtra certainement en français, puisque Panini est en train de traduire tous les titres Valiant. Actuellement, je travaille sur un backup story de X-Men. Backup, c'est une histoire courte à la fin d'un numéro. Ouais, il y en a 3 sur 13, 14, 15. D'accord. Je fais un album dans la collection 7 chez Delcourt. Collection 7, c'est 7 pirates, 7 héros. 7 héros, pas 7 secondes. Et puis 2 albums chez Soleil, mais ça j'en parle pas. D'accord. Et Romain? Donc je colorise aussi sur 7 héros. Les albums chez Soleil, mais on peut pas en parler. Et puis dans la série Les 7 merveilles du monde chez Delcourt, chez la pyramide de Khéops. Avec Carlos Magno, du coup, aussi dessinateur de comics. Ok. Voilà. Cool. Donc voilà, ça c'était pour mes questions. On a reçu quelques questions donc par internet. On avait posé la question, on avait demandé. Donc ça c'est une question qui s'adresse à tout le monde. C'est est-ce que vous lisez des comics encore et lesquels? Quelle série vous lisez et aimez en ce moment? Oui. Je suis là. Pratiquement plus super-héros depuis quelques temps. En fait, depuis le relaunch de New 52, j'ai lâché petit à petit les séries et beaucoup de Image Comics. Pratiquement que du Image Comics même. Walking Dead, Saga, un peu de Vertigo aussi, pour les peu de choses qui sortent, mais surtout de l'indé, oui. Je ne veux pas être très originale parce qu'en fait souvent on lit à peu près la même chose. Dans les dernières grosses claques que j'ai achetées, je suis un peu en retard mais j'ai acheté Punk Rock Jesus juste récemment. Sean Gordon Murphy. Voilà, qui m'a retourné dans tous les sens. Voilà, après je lis beaucoup d'indés. J'essaye de trouver des titres qui sont assez différents avec un univers très loin du mien pour me nourrir un petit peu d'influences diverses. Voilà, mais plus beaucoup de super-héros. Ok. En fait, Oui, si ça marche. Oui, je pense que ça marche.
Oui, en fait, quand j'ai commencé par de la BD, je me suis rendu compte que j'ai vite arrêté d'en lire. Et ça me fait un peu pareil maintenant avec les comics. C'est que je sais pas pourquoi, j'arrive plus à le voir de façon lointaine. Je me sens trop impliquée peut-être. J'ai longtemps lu Fable. Et j'ai un peu lâché l'affaire. Les légendes de la garde, je trouve ça toujours génial, mais ça reste un peu lointain du super-héros. J'ai pas un truc en ce moment qui me passionne. Je lis un manga que j'aime bien, un manhwa en vérité, qui s'appelle The Breaker, la deuxième saison, New Waves. Ça, c'est vraiment bien. Mais j'ai pas, en ce moment, j'ai pas un comics que j'ai vraiment envie de lire. J'aime beaucoup le travail de Kieron Gillen, dont je parlais tout à l'heure. Je trouve qu'il écrit merveilleusement bien. Donc quand je vois des choses qu'il a faites, j'essaye de les lire, mais j'en rate un paquet. Voilà. Alors, le dernier comics que j'ai dû lire, c'était Red Son. Vache. C'est quoi ça? C'est 2002, 2003. Parce que pour peut-être un peu les mêmes raisons que Stéphanie, je pense que j'ai du mal. En fait, le travail prend beaucoup de place, surtout quand on est torturé comme moi à essayer de rattraper le temps perdu. Mais en vérité, je m'y intéresse beaucoup moins parce que j'ai du mal à suivre tout ce qui se passe. D'accord. Et moi, ce qu'il me faut, c'est des histoires qui ont sujet, verbe, complément. Okay. Et quand j'ai que le sujet, je sais pas ce qui se passe après, ça m'ennuie. Donc je lis beaucoup de mangas, même si pourtant il y a les mêmes problèmes de trucs qui se terminent pas, mais en fait j'arrive mieux à me situer dans l'histoire. Okay. Recently, right now, I think I have a stack this high that I have to read. Comme ça à lire. They're still waiting to be read. And seriously, the only thing I read nowadays is the scripts that are being sent to me. Sometimes I don't even read those. La seule chose qu'il lit en ce moment, la seule chose qu'il a le temps de lire, c'est les scripts qu'on lui envoie, et même des fois, il n'a pas le temps de les lire. Like Mahmoud, recently I can't read a lot of comics. La même chose que Mahmoud. But the latest one I read was Torgal. Torgal? Yes. Because in Turkey they just published an archive editions for Torgal, so I reread all of the first 30 issues. Cool. Il a relu les 13 premiers numéros de Torgal qui sont réédités en ce moment en Turquie. I'm currently reading the Sword of the Atom mini-series. Soldier of the Atom? Yeah, by Gil Kane. Oh. 1981. En ce moment, donc, il lit la série Atom de Gil Kane des années 70, 80, je sais plus. I'm a bit behind. un peu à la bourre. Mais c'est vrai que c'était une bonne série, Sword of the Atom, une série un peu heroic fantasy avec un super-héros minuscule. Moi, je lis pas beaucoup de BD en fait, mais par contre, j'en achète beaucoup pour les dessins. Et donc en ce moment j'achète aussi beaucoup de art of d'illustrations d'artistes. Les compilations, je me suis acheté l'art of de John Buscema, j'ai racheté les réimpressions qui ont été faites de Hal Williamson sur Flash Gordon. Mais j'ai toujours pas lu, je pense que je lirai jamais, mais c'est pas non plus les histoires qui tuent, hein, c'est surtout je passe beaucoup de temps à regarder les dessins, tout ça, parce que je préfère lire des vrais bouquins en fait, d'autres bouquins avec le temps qui reste. Non, je suis vraiment capté plutôt par tout ce qui est aspect graphique. Je suis les séries chez Marvel ou DC en fonction du dessinateur. Et comme j'ai toujours fait, et je continue de le faire. Voilà. Okay. Toi, Romain? Au niveau des comics, je lis plus que ce qui sort en France pour le VF. Dernièrement, c'était Ramos à Kautzer. Et sinon, je suis très manga. Je bouffe du manga tout le temps. C'est dommage pour un coloriste. Il y a de très belles couleurs aussi dans certains mangas. Ok, donc l'autre question qu'on a reçue, c'est évidemment, quel est votre film de comics préféré? Conan. Parfait. Je pense que ça sera la thématique de la conférence. Peut-être les Batman de Nolan, et encore. Non, je crois que non. Je pense que le comics, ça suffit à lui-même en fait. C'est pas forcément obligé de l'adapter. En fait, je trouve souvent on perd quelque chose.
Parce que en plus, les comics sont beaucoup plus longs que des films, on est obligé de couper, on est obligé d'enlever des choses. On est obligé toujours de repartir au début parce qu'apparemment les gens n'ont pas de mémoire, ils ont pu toujours couper Batman, il a pas de chauve-souris. Bon, après, il y a des histoires de licence aussi. Hein. Oui, mais c'est... Non, pas trop d'adaptation. Je préfère lire directement les vraies histoires. Et je suis sûre que tu n'as pas vu le Conan, le premier, celui d'il y a longtemps. Tu es trop jeune. Il était bien. Pareil, je pense pas qu'il y ait un film de super-héros qui m'ait particulièrement marqué. Pas nécessairement super-héros, hein, comics globalement. Comics, pardon. Après, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, le film Watchmen, en lui-même, si on n'essaye pas de le comparer à l'œuvre d'Alan Moore, était un bon film. C'était vraiment un bon film. C'est moins bien que le comics, mais moi, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. On illustre la réponse de Stéphanie. Non, c'était Conan. Le premier Superman était vraiment super. Ah oui, Lex Luthor avec ses perruques, il était faramineux. Celui de Richard Donner avec. En fait, tu m'as enlevé toutes mes réponses. Ah. En vérité, c'est Green Lantern. non, en vérité, le film, enfin, comics pour moi, c'est ultime, ça reste Superman. Parce que Conan, pour moi, je l'enlève un petit peu du comics. D'accord. Même si c'est un de mes films cultes, ça reste quand même Superman, parce que tout ce que le film a apporté au personnage que le personnage n'avait pas, c'est tout cet aspect Marvel finalement à DC Comics. C'est-à-dire une personnalité aussi intéressante dans son identité normale que dans sa super identité. C'est un truc qu'il n'y avait pas chez DC Comics. C'est quelque chose que j'adorais en fait. Et je rêvais de voir Spider-Man plus tard comme ça. Et à l'époque, il y avait des Spider-Man qui volaient carrément. Avec Captain America avec son casque et sa moto. C'était pas bien brillant et donc on avait que Superman et c'était vraiment qui m'a marqué, c'est resté comme ça. My favorite superhero movie is Supergirl. No, seriously, I don't think I have a favorite. Could be V for Vendetta, maybe. I like it as a movie itself. And maybe X-Men 2 or the X-Men First Class. Ok, X-Men 1, X-Men 2. Les autres, je pense que vous avez compris, sans traduction. Well, this is the first time I'm thinking about it, maybe. I'm not sure, but I think it's Batman Returns. Batman Returns, donc Tim Burton. Tim Burton's, yeah. Avec Catwoman et because of Penguin. the characters. Yeah, and the cast was amazing. Music also was amazing. Am I allowed The Incredibles? Yeah. Oh, great. I love that. Thanks. Les Indestructibles de Pixar. Moi j'aime les derniers Marvel en fait, avec tout ce qu'ils font autour des Avengers. Pour moi, ce qu'a fait Whedon, c'est le ton et la façon de c'est un peu ce que fait J.J. Abrams avec Star Trek, quoi. Whedon avec Marvel, il a trouvé quelque chose qui est en même temps sérieux, en même temps drôle, fun. Jusque là, on avait un peu fait soit sérieux, soit fun, et là, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment d'équilibré. Et voilà, le dernier Avengers. Mais ce qui se fait aussi sur Thor, Captain America, tout ça, franchement, je trouve ça bien. J'aime bien aussi les dernières versions de Spider-Man, Amazing Spider-Man. Je trouve que c'est aussi bien équilibré. Je pense que la Fox a un peu regardé ce que faisait Marvel, ou alors Marvel s'est rapproché de la Fox, enfin peut-être les deux pour un peu regarder, je sais pas, parce que du coup c'est pas Marvel qui a la licence là-dessus. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, voilà, c'est les derniers films en fait, je trouve. Depuis qu'il y a les studios Marvel, je trouve que ça a monté quand même d'un cran. Moi, sans hésitation, Man of Steel. D'accord. Non, je rigole. Non, Avengers, que je peux regarder régulièrement, vraiment avec plaisir, parce que je trouve que tous les personnages sont bien écrits. J'aime vraiment Iron Man de ce qu'ils en ont fait, je trouve ça vraiment fun. Et puis Thor, il est vraiment classe. D'accord. Ok, je te remercie. Alors ça, c'est une question qui m'était adressée, mais je trouve que c'était peut-être intéressant d'y répondre. On me demande, n'as-tu pas peur que d'inviter de grands noms du comics puissent te faire de l'ombre? Je trouve ça marrant d'y répondre. Donc non, pas du tout. Je trouve ça au contraire très stimulant. Et puis je pense que c'est aussi chouette de promouvoir le comics dans le sud de la France. Il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits où on fait ça. Donc non, pas du tout. Au contraire, je suis plutôt content.
Alors une question pour Gérald. Qui est le plus costaud entre Conan et Musclor? Il faut savoir que Gérald est un gros fan des Maîtres de l'Univers. La question n'est pas si bête que ça quand on y pense, parce que Musclor c'est un peu Conan avec la coiffure de François Sagan. C'est vrai. Donc c'est entre François Sagan et Mireille Mathieu que ça se fait. C'est ça. Je pense qu'il faut absolument pas qu'ils se rencontrent. D'accord. Ça ne doit pas arriver. Ce serait peut-être l'amour fou. Ouais. Je pense que oui. Ça Ils ont le coiffeur, donc déjà ils ont des points. Je pense qu'il n'y a pas l'un qui est plus fort que l'autre. Dans mon cœur, ils ont la même place. Comment ça se fait? C'est quoi cette fixation que tu fais sur les Maîtres de l'Univers? C'est vraiment, je pense que c'est la pré-crise de la quarantaine qui m'a donné envie de retrouver ma Madeleine. Moi, je sais pas pourquoi, ça a correspondu avec le relancement de la gamme de jouets chez Mattel, mais c'est aussi, ça a coïncidé avec le moment où je finissais enfin ma bande dessinée. J'avais vraiment besoin de dessiner quelque chose de... Ils t'ont jamais proposé, parce qu'il me semble qu'ils ont relancé les comics aussi de... Ils m'ont approché pour demander un truc complètement impossible, c'est-à-dire faire la couleur du comics. C'est-à-dire sur un autre dessinateur? Oui. Et en fait, c'est pas un problème. En soi, c'est pas quelque chose que je prendrais mal. Non. Mais c'est impossible, j'ai pas le temps. J'aurais pu faire des couvertures pour... Bah oui. Ça ne se fera pas. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé ça, je pense. Alors une question pour Phil et Romain. Pour quand la suite de Geek Agency? Joker. Ouais, ça c'est la question piège, on nous la pose depuis le début de la convention. Ah ouais. Pour faire simple, on a eu des soucis avec Geek, on récupère les droits, etc. D'accord. Tous les trucs éditoriaux qu'on va se cacher. Et il marche plus mon micro aussi, il marche mon micro. Et puis donc du coup on est sur autre chose. Voilà, donc Geek reste là, c'est pas perdu. Il faut savoir que Geek 3 n'est pas la fin de la série, donc il reste 4, 5, 6. Pour ça, il faut avoir un éditeur ou d'auto-édition si on y arrive. On attend de voir ce que peut donner par exemple un Ulu. Si un Kickstarter peut venir en France, ça serait plutôt pas mal. Mais pour l'instant, voilà, c'est en suspens. L'histoire, elle est là. Le tome 3, il est fini. Il est fait. Maintenant, même au dessin, tout? Tout. D'accord. Tout. Voilà, il y a juste les textes à marquer. D'accord. Voilà, et c'est tout. Ok. Et donc, pour l'instant, suspens. Okay, merci. Pour Mahmoud, est-ce qu'on le reverra sur Dynamo 5, sa série Creator Owned? Me? All right. Dynamo 5? Never. No, seriously. We talked with Jay and we reminisced the idea and everything, but it's probably not going to happen again because the sales were too low and, so maybe some short stuff from time to time, but yeah, not in the future right now. C'est une idée qu'il discute de temps en temps avec son scénariste Jay Faber, mais les ventes étaient trop basses, donc ça serait étonnant qu'ils reviennent dessus. Peut-être de petites choses de temps en temps, mais rien de gros. Yildiray, pourquoi ne travailles-tu pas pour Marvel? C'est pas moi, hein, c'est une question qu'on a reçue. Because I had contract with DC for 4 years. Donc il a été exclusif pendant 4 years? Yeah, pendant 4 ans? Since 4 years. Oh, depuis 4 ans. We will see. No. Ah, d'accord. Alors, Gérald, comment fait-il pour dessiner aussi réaliste? Beaucoup de pratique, beaucoup d'observation. Je ne sais pas comment répondre. Comme ça en fait, étudier le dessin académiquement, c'est pas mal. Ouais. Je travaille beaucoup avec la lumière. Et j'ai une méthode de mise d'utilisation de la lumière qui va avec mon dessin. Je considère, je peux travailler au trait, mais je pense à la lumière beaucoup. Et je travaille en volume. Et j'ai une façon assez systématique de travailler, c'est-à-dire que je vais toujours utiliser une lumière frontale, un petit peu comme quand on ouvre un logiciel de 3D. D'accord. Sans mettre d'effet de lumière, il y aura toujours une lumière un peu générale d'ambiance. Et ensuite, je vais rajouter d'autres volumes, d'autres lumières qui dessinera le volume. Comme là, maintenant, quand je te regarde, t'as une super lumière, t'as une rimlight. Je parle pas beaucoup aux gens, mais... Vous voyez un truc complètement nul, mais moi, ce que je vois, c'est magnifique. Comment ça, nul? Et ça dessine des facettes, c'est comme ça que je vois les choses. En fait. D'accord.
Stéphanie, que préfères-tu dessiner, des covers ou des intérieurs? Je pense que je préfère les couvertures en ce moment. Mais c'est un petit peu pareil. C'est pas le même plaisir. La couverture, j'aime ça comme, enfin, c'est vraiment de l'exécution. J'aime bien collecter plein de références et me dire, oh, je pourrais bien m'inspirer de Delacroix sur celle-là, ça serait cool. Mais pour la bande dessinée, c'est vraiment la narration et c'est même si oui, je dis que j'aime pas trop ça, mais en fait j'aime bien. Non, tu dis que tu souffres en le faisant. T'as Oui, pas dit que t'aimais pas ça. C'est vrai. Oui, c'est pas le même plaisir du tout et c'est quelque chose qu'on emmène sur quelque chose de beaucoup plus long. Et c'est agréable parce que la couverture finalement c'est très vite fait, on passe à autre chose, alors que le comics, contrairement à la BD franco-belge, on n'est pas obligé de le soutenir pendant des années, mais on peut quand même l'accompagner pendant quelques mois. D'accord. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok. Merci. Trevor, alors lisait-il des comics Valiant dans les années 90? Non. Only because I was living in the middle of nowhere and I couldn't get them. Uniquement parce qu'il vivait au milieu de rien du tout, dans un coin reculé et qu'il n'avait accès à rien. Bon, Gérald, on y a déjà répondu. Phil, comics ou BD franco-belge? Préfères-tu travailler? Même combat. Je préfère. Dès que c'est comics, c'est du fun, c'est dynamique, c'est très excitant parce qu'il y a aussi les deadlines. J'aime ça, j'aime cet aspect performance. Je sais que j'ai plus de liberté aussi au niveau de la mise en page, de ce que je peux me faire dedans. J'aime aussi le dessin académique, donc tout ce qui est anatomique. Donc je peux bien m'amuser. Mais j'aime bien aussi retourner dans le franco-belge parce que c'est un rythme plus tranquille. On a plus le temps de se renouveler aussi. Ça permet du coup de renouveler et de nourrir aussi ce que je fais dans le comics, parce que là je travaille vraiment en même temps. D'accord. Les bouquins, je fais un peu de page comics, je passe sur du franco-belge, je retourne au comics, je passe sur franco-belge. Et l'un nourrit l'autre, mais des fois il faut switcher. Et j'ai l'éditeur américain qui peut me dire là Phil, il faut booster un peu, non pas au niveau des délais mais au niveau du rendu, du layout, de booster un peu la mise en scène ou les attitudes, parce que là je suis resté en mode franco-belge, donc je calme les choses. Et alors qu'en franco-belge on pense que je suis très comics, aux États-Unis ils pensent que je suis parfois trop franco-belge. J'ai souvent eu le même problème. Voilà. Mais j'aime bien les deux. Les deux sont passionnants. Okay. Elsa, quel personnage aimerait-elle le plus dessiner aux États-Unis? J'ai répondu tout à l'heure. Oui. Et en fait, j'ai eu le temps de réfléchir. Et ça se talonne avec Wonder Woman. D'accord. Quand même, j'ai une préférence pour dessiner les héroïnes. D'accord. Très bien. Et pour finir, la dernière question que j'ai reçue, c'est pour Trevor. Le reverra-t-on dessiné chez Marvel ou DC? Yes, but only after I finish with Valiant. Donc seulement après qu'il ait fini avec Valiant. Soon, or can you tell us? No, they keep giving me great scripts, so I'm quite happy at the moment. A priori, c'est pas prévu parce qu'il continue à lui donner de très bons scripts, donc il est très content avec ça. Voilà, donc on va voir si vous avez des questions, sachant que je ne vois absolument rien parce que j'ai le projecteur dans les yeux. Ah, oula, c'est magique. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oh, encore mieux. Je suis pas habitué à tout ça. Que pensez-vous du super-héros Deadpool qui a fait un grand bond, je trouve, dans les publications? On le voit de plus en plus. Ça serait une question pour qui, s'il te plaît? Pour l'ensemble. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Deadpool? Moi, je le trouve très marrant. Je n'ai jamais lu une seule de ces histoires. Je le trouve très marrant sur YouTube.
Les cosplayers qui font des danses à l'infini ou moi ça il m'a jamais intéressé en tant que ça m'a jamais intéressé de lire quoi que ce soit. C'est moderne quand même aussi. Tu me disais que tu lisais pas de comics depuis longtemps, donc c'est normal que tu sois passé à côté parce que. Mais par contre, je trouve que c'est très rigolo de voir les cosplayers se balader comme ça. Il faut toujours les voir aussi. Mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus. Enfin, c'est un super-héros, une des créations récentes qui a émergé et qui est devenu quand même un petit peu connu, contrairement à tous les autres qui datent au minimum des années 70. Pour Wolverine et Elektra, c'est les derniers personnages importants que Marvel a créés, à part les originaux. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire sur Deadpool? Ça n'a pas l'air. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais vous demander, est-ce que tous, vous avez fait des écoles spécialisées ou est-ce qu'il y en a qui ont appris sur le tas, qui sont venus dans le milieu sur le tas Alors, ceux qui ont fait des écoles, pour commencer. Levez la main. Phil aussi. Tu as été prof dans une école, mais est-ce que tu as fait une école? Oui. Gérald aussi. Alors, quelles écoles? J'ai fait 2 ans de Gobelins. Les Gobelins, c'est une école d'animation essentiellement. Ouais, c'était pour l'animation, parce que j'ai commencé par travailler dans l'animation. Ouais. Voilà, et les Beaux-Arts avant. D'accord. 2 ans aussi. Trop bien. Moi, j'ai fait l'école pivot à Nantes, 4 ans. Ça a aidé? Ouais, à rencontrer Phil. I went to an art school, but they had absolutely no idea whatsoever about comics, film design, anything. Nothing, none of that stuff. Publishing only, that was it. Il est allé dans une école d'art, mais il n'avait aucune idée de ce qu'étaient les comics ou même la création de films, tout ce qui était narratif. I graduated from fine arts in high school. Donc il a eu son bac dans l'école des beaux-arts de where? Sorry. In Turkey. In Turkey. In Ankara, and then University Cartoon Animation. D'accord. Yeah, d'animation. For me, I studied graphics for 2 years in Ankara Hacettepe University. It wasn't for me. It was to he was in animation. I thought like this is more for me, So like I went there and graduated from animation. D'accord. Donc Mahmoud aussi a eu son diplôme dans l'animation. Moi, j'ai fait 3 mois d'art plastique à Paris. Combien tu dis? 3 mois. 3 mois. Parce que l'école, tout Paris était en grève pour le reste de l'année. D'accord. Donc ensuite, j'ai fait presque 1 an à Saint-Luc, à Bruxelles. D'accord, oui, qui est une école de BD assez réputée, je crois. Ouais. En fait, c'est une école d'art plastique, mais d'art appliqué, qui comprend des options, mais une option importante et qui devient de plus en plus connue, je pense, en bande dessinée. Ouais. Très bonne école. Oui, moi j'ai fait les Arts Déco de Strasbourg, qui sont plutôt réputés pour l'illustration, mais j'ai malheureusement séché la plupart de mes cours. Et je me suis dépêchée de désapprendre la plupart de ce que j'avais difficilement appris à l'époque. Parce que c'était beaucoup un truc du genre trouve ce qui te fait plaisir, ça ira après. En même temps, t'as trouvé, c'est pas un si mauvais conseil. Mais on m'a jamais parlé de ce qui allait vraiment se passer après, genre les contrats, tout ça. Je me suis retrouvée là-dedans comme dans un gros panier de crabes. C'était pas très évident. Je n'ai jamais fait d'école, m'étant mis justement sur le tard au dessin, à mon grand regret en fait. J'aurais bien aimé, je pense, suivre des cours d'animation, une école d'animation m'aurait bien prévu pour faire quand même de la BD au final, mais d'avoir des notions un peu plus poussées d'animation, ça m'aurait plu. D'accord. Mais sinon, non, j'arrive. Ça, c'est jamais perdu. Je me souviens d'un dessinateur assez connu de comics qui s'appelle Steve Wood, qui était déjà une énorme star et qui, je crois, il devait avoir 40 ans, s'est mis à prendre des cours de peinture à l'huile, devenu un illustrateur phénoménal à peinture à l'huile, donc il n'est jamais trop tard pour apprendre aussi. Il n'est jamais trop tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le scénario aussi, alors. Moi, j'ai fait une école de cinéma, donc pour apprendre à écrire le scénario. Ça m'a pas servi à grand chose parce qu'une fois qu'on arrive à la BD, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même manière d'écrire. Parce que moi, on m'a appris à écrire à la minute, c'est-à-dire une page, une minute. Donc, il y a malheureusement beaucoup de scénaristes d'ailleurs actuels qui écrivent des scénarios de comics comme si c'était de la série télé. Oui, moi, la première fois que j'ai envoyé un scénario à un dessinateur, il me l'a envoyé en me disant qu'il voulait rien faire avec. Donc,
J'ai appris à écrire en case, donc je fais des petits croquis, j'écris ma page et ensuite j'envoie le scénario comme ça. Donc c'est vrai que vaut mieux apprendre directement à écrire en case, même si les notions de base de cadrage peuvent servir pour les dessinateurs qui veulent bien suivre les scénarios, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question pour les scénaristes francophones. Est-ce que vous qui travaillez sur du scénario façon comics à l'américaine, est-ce que vous pensez qu'un jour on aura la chance d'avoir un scénariste français qui donne des idées pour un comics américain ou qui participe même à l'élaboration d'un script sur un comics Marvel ou DC? Déjà, je vais faire une pré-réponse. Je pense que c'est très compliqué pour des scénaristes français, plus que pour des dessinateurs français, de travailler aux États-Unis, dans la mesure où déjà tu peux pas montrer ton travail et les éditeurs ne prennent pas des suggestions d'histoire s'ils n'ont pas été sollicités par l'éditeur eux-mêmes. Donc, il faut d'abord faire ses preuves chez des petits éditeurs, avoir publié quelque chose. Et à ce moment-là, c'est plutôt eux qui vont avoir tendance à prendre contact avec les scénaristes. Et là, à ce moment-là, pourquoi pas français ou pas Ouais, c'est la barrière de la langue. Tu penses pas que non, absolument pas. Si t'écris en anglais, il y a aucun souci. On va demander aussi à Romain et Phil qui travaillent au scénario aussi, ce qu'ils en pensent. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont des constructions typiques. Ah oui, mais si tu lis comics, si t'as une culture comics a priori, soit français ou pas. Ouais, mais faut être vraiment super bilingue, quoi. Oui. Voilà. Mais autrement, je suis d'accord avec ce que tu as dit, quoi. Ça me paraît difficile, quoi. Pierrick? Il y en a, puisque j'ai un nom qui me vient, Fabrice Sapolsky. Oui, c'est vrai. C'est vrai. I'd like to add something. Yes. I think if they want to write to the US industry, they should know perfect English. That's important. Donc, il rajoute que pour lui, il faut vraiment parler un anglais parfait si on veut travailler pour l'industrie américaine. Pierrick? Moi, j'avais demandé à David Machaut, qui est un agent artistique espagnol qui est assez connu, qui bosse beaucoup avec DC, et lui m'avait dit que c'était vraiment quasiment impossible parce que en dehors même de la langue, ils aiment savoir qu'il y a une culture américaine. Vraiment, ils sont persuadés, les éditeurs américains, qu'un étranger ne peut pas connaître je sais pas, il y a une sorte de, c'est dur à expliquer, mais la sensation que c'est pas écrit par un Américain apparemment ou en anglais, ça pourrait gêner les lecteurs. Alors le conseil qu'il m'a donné, lui, c'est de partir vivre là-bas et vraiment de s'imprégner. À ce moment-là, peut-être. Mais je pense que ça s'applique à DC Marvel. Chez Image, j'ai l'impression que ça peut être un peu différent parce qu'ils ont un panel d'histoire qui est beaucoup plus étendu. Mais c'est vrai qu'il faut être parfaitement bilingue. Au-delà de ça. Après, je mettrais aussi peut-être une réserve sur le côté culture et tout, parce que je connais des scénaristes français qui travaillent pour le marché français, qui ont été contactés par Marvel, mais voilà, ils sont déjà professionnels et ils ont sorti des bouquins. Donc ça laisserait penser que quand même, à un certain moment, ils peuvent être aussi demandeurs d'autre chose, de gens qui peuvent leur ouvrir les horizons. Mais si je pouvais juste rajouter un truc, en fait, on a la même chose au niveau des coloristes. Ouais. C'est-à-dire qu'en coloriste non américain, on sent qu'on a quand même du mal à s'expatrier et à aller bosser du coup avec Marvel. Et où là, on sent que c'est beaucoup plus serré. Je pense que les scénaristes et les coloristes, c'est un peu le... Parce qu'on pourrait pas dire la même chose pour les dessinateurs, cela dit. Je trouve qu'à la fois un dessinateur, tu vois, on a quand même plusieurs exemples ici de non américains. Et finalement, d'ailleurs, personne n'est américain et tout le monde bosse à l'étranger. Et je trouve que quand on est bon dessinateur, on peut y aller. Après, je pense qu'il y a une réserve sur le scénariste et le coloriste. Je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Et les encreurs aussi. C'est vrai. Tu avais une question? Bonjour. Donc, je voudrais avoir votre avis sur le Turbo Media. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un des avenirs possibles du comics? Et est-ce que vous auriez aimé en faire si Marvel vous proposait ou d'autres éditeurs? Le Turbo Media, tu vois pas ce que c'est? En fait, c'est une nouvelle façon de faire de la BD sur Internet. C'est-à-dire que c'est plus ou moins animé, les cases apparaissent dans un ordre différent. Comme tu veux. Moi, je trouve que le Turbo Média, oui, ça va être un des médias assez importants pour la suite. Je connais un peu Malek parce qu'il est aussi prof dans la même école que moi. Donc, qui est le blog à Malek, qui est là, je pense, l'un des
premiers créateurs aussi du Turbo Media. Il bosse pour Marvel notamment. Qui bosse, voilà. Et donc il est en ce moment effectivement en train d'avoir un truc. Oui, donc je pense qu'effectivement c'est un média qui va se démocratiser parce qu'à l'heure actuelle c'est encore très long apparemment pour coder, etc., pour avoir toute la BD qui se fait. Mais oui, je pense que ça c'est un truc sur lequel il faut miser. D'ailleurs, les Français commencent à s'y mettre. Il y a une société qui vient de se créer qui n'est que sur le Turbo Media. Ceux qui bossent avec Marvel. Voilà, et c'est eux qui bossent avec Marvel, justement. Il y a des chances, en effet, qui nous forment, en fait, à un moment ou à un autre, qui nous apprennent à... Parce que c'est une façon de travailler différente. On doit travailler sur des calques, évidemment, les personnages ne doivent pas être fondus dans l'image avec le décor doit être à part, enfin, il doit y avoir pas mal de choses. Mais pourquoi pas, enfin, après tout, pourquoi pas, hein. La BD a beaucoup muté, à la base, c'était quand même des strips dans des journaux, ça a beaucoup évolué, donc ça évoluera encore beaucoup. Et puis je pense que c'est aussi une bonne démarche pour pallier le côté digital des BD où finalement je trouve que c'est un casse-gueule. Moi, acheter Walking Dead à 8 € alors que je peux l'avoir en papier à 10 € grosso modo, ça m'agace un peu. Par contre, autant je trouve que le Turbo Media sur un iPad, c'est fait pour ça. Ça bouge, etc. Et je me sens plus à l'aise avec un iPad et des trucs qui bougent. Une BD entière en Turbo Media, ça sera plus de 15 €. Ouais, parce que vu le temps, de toute façon. Parce que là, non, c'est vraiment beaucoup de taf. Faut laisser le temps que ça se démocratise. Payer une histoire à 100 €, je suis pas encore prêt non plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc bonjour. J'ai une question pour Mahmoud et Hilderai. Logiquement, si je ne me trompe pas, il y a eu transition de vous deux sur Supergirl. Est-ce que ça n'a pas été compliqué pour Hilderai de reprendre le travail qui a été fait par Mahmoud depuis le début du New 52? Et comment ça se passe en gros? Est-ce qu'il y a une rencontre entre vous deux à ce passage-là? Je vais vous chanter une petite chanson en attendant. Okay. No, we didn't talk about it. You know, when I was doing when I started working on it, but. Donc ils n'en ont pas vraiment parlé quand il a commencé à travailler dessus. Most importantly, my run was limited just for 4 issues. We talked about it at the start. Donc son histoire était limitée. Il savait dès le début qu'il devait en faire 4 d'affilée. And it was easy to follow Mahmoud because I know him for 24 years. So. Since when? Sorry. 24 years. 24 years. Donc c'était facile de suivre Mahmoud parce qu'ils se connaissent depuis 4 ans. That's it. Do you see each other often, you guys? Sorry? Est-ce que vous voyez souvent? Do you see each other often? We're now living in different cities, so it's rarely, but we used to talk on the phone, message each other. Ouais, donc ils habitent pas dans la même ville, mais évidemment ils se parlent très souvent au téléphone ou sur And go to conventions together. Et ils vont dans les festivals ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense qu'on est bon. J'ai aucune idée du temps. Si j'ai rempli mon créneau, c'est bon, oui. Donc voilà. Donc on va remercier tous nos invités, s'il vous plaît. Je vais vous demander de les applaudir très fort. Et je vais vous faire une petite annonce par rapport à la prochaine édition, donc qui sera en novembre, fin novembre, le 29 et le 30 novembre, concernant donc les invités du stand Hype Media. Les invités qui ont confirmé, il y en a beaucoup qui n'ont pas complètement confirmé, mais qui ont dit qu'ils étaient d'accord pour venir. On va pas les citer, on va donner que ceux qui sont annoncés, sauf accident. Donc par ordre alphabétique, nous avons Mario Alberti, qui va venir d'Italie, qui avait dessiné Spider-Man Fantastic Four et Spider-Man X-Men. Il dessine aussi la série française Cutting Edge. On va avoir Bengal, donc c'est un artiste français très orienté manga, qui a fait Naja, Mecha chez Delcourt, Luminae chez Ankama. Roland Boschi, qui est français, qui dessine actuellement Winter Soldier avec Rick Remender, qui a dessiné Wolverine, Punisher, Ghost Rider. Philippe Briones, qui est un peu le parrain comme moi de cette édition, donc on va l'avoir autant qu'on peut. D'ailleurs, s'il pouvait venir déménager ici, ce serait plutôt chouette. J'y travaille.
J.J. Jones, donc dessinateur américain que vous connaissez certainement, qui a dessiné Wanted, Marvel Boy, Black Widow, Before Watchmen, Batman, Wonder Woman. Barry Kitson, qui nous vient d'Angleterre, qui est connu pour Legend of Superheroes, Superman The Order, Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, Thor, Iron Man, Empire dont il est en train actuellement de dessiner la suite et qui va être édité chez Delcourt très prochainement. David Lafuente, qui aurait dû être là cette convention, mais qui n'a pas pu venir, il s'en excuse, il est vraiment désolé, mais Marvel lui a fait un sale coup. Donc il n'a pas pu venir. David a dessiné Ultimate Spider-Man, Hellcat, New Mutants, Avengers, et Doop, qu'il est en train de dessiner actuellement, c'est une mini-série. David Messina, dessinateur espagnol, qui a sa propre série qui s'appelle The Boons, qui a dessiné Star Trek Angel, Ultimate Comics Wolverine et True Blood. Romano Molenaar, dessinateur hollandais, qu'on a pu voir sur The Darkness, Witchblade, Tomb Raider, Batman et Bird of Prey actuellement, je crois. Dessinateur anglais Ben Oliver, qu'on a pu voir sur Judge Dredd, Ultimate X-Men, The Authorities, Thunderbolt, et actuellement, je crois, sur Batwing, il me semble. Sarah Pichelli, qui a dessiné Runaway, Ultimate Spider-Man, Guardian of the Galaxy, actuellement. Et Guy Sharp, notre ami parisien, qui est très connu pour ses commissions, et notamment sur Spider-Man, très associé au personnage pour ceux qui le connaissent. Et moi-même, évidemment. Voilà. Donc je vous remercie tous d'être venus, et puis à très bientôt. On est en dédicace au stand Hype Media, là tout de suite maintenant. Donc vous serez les bienvenus. Voilà. Free,